Ok. Non. Toujours rien. Oui, c'est Oui. venu pendant une seconde, c'est reparti. Oui, parce que là, je suis en train d'accepter tous ceux qui sont en train de venir en ce moment. Et c'est comme ça que je Vous pouvez perds. partager Et comme ça, l'intégralité. et comme ça. Oui, Vous on pouvez voit partager maintenant. l'intégralité de votre écran. Là, je préfère ça. Et comme ça, vous arrivez à voir? Oui, en effet, on peut voir. Oui. Ok. Allez, on va donc démarrer ce cours. Alors, pour tout ce qui est des cours en ligne, je préfère garder cette séance, si ça vous arrange. Et puis, bon, cette année, on nous dit de faire un cours sur 3 en présentiel. Donc, pour le moment, on n'a pas encore les emplois du temps. Et donc, on va continuer à travailler comme ça en distanciel jusqu'à ce qu'on ait donc nos emplois du temps. Et à ce moment-là, on va se conformer à ce qui a été décidé. Donc, un cours en présentiel et puis deux cours en ligne. Voilà, donc il faut s'accrocher. Hein. Peut-être c'est pas évident pour vous de suivre ces cours en ligne, mais bon, il le faut bien. Et puis maintenant, le monde entier, hein, toute la planète travaille en distanciel, donc c'est une occasion pour vous y mettre et pour vous habituer. Bien, alors on va voir beaucoup de choses importantes. Pourquoi je dis importantes? Parce que c'est des choses que vous aurez pu voir au niveau de la licence. Moi, j'aurais aimé que vous sachiez calculer au moins la complexité d'un algorithme pour que justement on puisse passer vers les choses qui sont plus importantes à l'informatique. Parce qu'il faut savoir que l'informatique ne résout pas tous les problèmes. D'où l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça c'est très peu de gens. On a pris conscience. Si on fait de l'intelligence artificielle en ce moment, actuellement, toute la planète en parle, c'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à tout résoudre avec l'informatique. Tout court. Classe, l'informatique, c'est bloqué, c'est révolu. Et donc, on passe à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, à l'intelligence artificielle, il faut bien, puisque l'intelligence artificielle est bâtie sur l'informatique, on ne fait pas de l'intelligence artificielle sans algorithme, sans programme, sans coder. Et donc, on est censé bien maîtriser l'informatique. Alors, ceux qui maîtrisent très bien l'informatique, ils vont faire une intelligence artificielle beaucoup plus correcte, disons. Et donc, ce cours-là, c'est très important, donc il faut bien le comprendre. Alors, son contenu, c'est quoi? C'est bien sûr, comme vous n'avez pas fait du tout de complexité de calcul, ou peut-être très peu, moi je sais qu'il y a quelques enseignants qui initient les étudiants au calcul de la complexité. Donc, on va quand même passer assez de temps pour maîtriser donc, ce savoir, pour voir comment calculer. C'est des techniques, c'est des astuces, et puis c'est beaucoup plus de l'entraînement. Donc, ceux qui sont bons en matière d'informatique, de codage, de calcul de la complexité, c'est ceux qui, tout simplement, qui s'entraînent, qui font beaucoup d'exercices. Point à la ligne. Et donc, on va s'entraîner pour voir comment calculer la complexité des algorithmes. Et puis, vers la fin, une fois qu'on a maîtrisé cette partie-là, on va passer aux choses sérieuses qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, posent problème à l'informatique. Et on va vers la complexité des problèmes. Donc, moi, je pense être la seule à traiter cela dans ce cours. On s'entraîne à calculer la complexité des algorithmes que vous aurez dû voir pendant votre cursus de licence. Et puis, vers la fin, on va voir pourquoi l'informatique n'arrive pas à résoudre tous les problèmes et quels sont les difficultés, c'est les problématiques qui se posent à l'informatique. Et donc, on va considérer une classe de problèmes
difficile, que l'informatique, que vos ordinateurs n'arrivent pas, vos PC, vos portables n'arrivent pas à résoudre, c'est les problèmes NP complets. Et à partir de là, vous allez mieux comprendre l'informatique. Une fois que vous avez bien maîtrisé ces problèmes-là, au second semestre, on va aborder un aspect de l'intelligence artificielle, c'est les algorithmes intelligents. Comment écrire un algorithme intelligent qui va répondre à un problème pour lequel l'informatique est incapable de le faire. Voilà. Donc, c'est comme ça que ce cours-là est structuré. Et ça, c'est fondamental. Il n'y a pas que les techniques. Vous allez comprendre les techniques, vous allez les maîtriser. Ça, je suis persuadée que vous allez finir par le faire. Mais ce n'est pas ça l'objectif d'être un bon informaticien. L'objectif, c'est de bien situer l'informatique par rapport d'abord aux disciplines d'un informaticien. Donc en ce moment, il y a l'intelligence artificielle. Et puis, vous allez mieux comprendre pourquoi on fait de l'intelligence artificielle maintenant. On ne fait pas pour faire. On fait parce que c'est une nécessité. Alors, ce cours, le cursus, je l'ai initié moi-même en 2009, avec le S2I. Il y a la plupart des technologies de l'intelligence artificielle y sont. Il a été encadré pas par n'importe qui, il a été encadré par je parle du cursus, par des docteurs en intelligence artificielle qui ont eu leur doctorat au sein de notre laboratoire. Nous avons un laboratoire qui est intitulé, vous pouvez aller le consulter pour ceux qui ne le connaissent pas encore, laboratoire de recherche en intelligence artificielle, et vous allez voir que les compétences sont beaucoup plus chez nous qu'ailleurs. Même ceux qui partent à l'étranger, ils n'ont pas un laboratoire, des publications, des activités aussi intéressantes, aussi importantes que la nôtre. Donc, c'est des enseignants qui sont sortis, qui ont été encadrés, la plupart, je les ai encadrés moi-même, de ce laboratoire. Et donc, vous voyez bien que c'est un cursus qui a été bien réfléchi, qui a été bien développé. Alors maintenant, on parle de l'école d'intelligence artificielle. On va dire que cette école, il faut bien comprendre comment se font les choses, on va dire qu'elle est, parce qu'il y en a qui disent qu'elle est mieux que Babzoua. On va voir. Après, on ne peut pas le dire maintenant. Il faut que cette école fasse ses preuves pour dire qu'elle est mieux ou pas. Elle vient juste de naître. Donc, on ne peut pas dire que ça va être mieux. Moi, je ne le pense pas. Et le temps me donnera raison comme il a toujours fait. Où il n'y a pas un cursus qui est vraiment bien encadré comme le S2I. Et d'ailleurs, le S2I, c'est le master qui est le plus demandé. Et puis, surtout, sachez une chose, pour ceux qui partent à l'étranger, moi, je ne suis pas en train de vous encourager à partir. Alors, ceux qui font les autres masters, généralement, on les met en M1 en France, alors que le S2I, on les met en M2. C'est déjà très important. Je ferme la parenthèse. Et donc, on commence à travailler. Alors, pour ceux qui sont en train d'arriver en retard, la relba avec mythe, moi, je n'arrive pas à interrompre le cours à chaque fois. Il faut qu'ils y soient. Attends. Alors, je vais essayer de les accepter là tout de suite. Mais après, il faut que... Alors, parce que ça dérange vraiment. Allez, j'ai tout perdu.
Allez, tant pis. Je vais pas. Alors, vous arrivez toujours à voir? Oui, madame. Ok. Alors, voici le plan de ce cours. Alors, je vais essayer quand même de les accepter. Alors, accepter. Ok, surtout que vous êtes nombreux, donc il faut vraiment venir à l'heure parce que avec Meet, parce que l'année dernière j'ai beaucoup plus travaillé avec Webex, ça marche beaucoup mieux qu'avec Meet. Allez, vous arrivez à voir le plan? Alors, on va voir 6 chapitres. Introduction à la... Vous arrivez à voir? Oui, Alors, madame. ce premier chapitre. Très bien. Alors, c'est une introduction à la complexité de calcul. Ensuite, on va voir les structures de données élémentaires parce que je sais que malgré que vous avez deux ou plus de modules en algorithmique, c'est très peu, hein. Donc, là, je suis obligée de revoir les structures de données parce que c'est très important. Un algorithme, c'est deux choses. C'est les structures de données et les techniques d'algorithmique. Donc, il faut bien maîtriser les structures de données. Et puis après, on va vers le chapitre 3, c'est les structures de données avancées. Et donc, en 4, on va voir les techniques justement de conception d'algorithmes pour ensuite voir le cas des algorithmes de tri. Et vers la fin, justement, vous allez voir le pourquoi de tout ça. On va parler des problèmes NP complets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ce n'est pas que la complexité des algorithmes qui m'intéresse, mais c'est beaucoup plus la complexité des problèmes. Parce que c'est quoi l'informatique? L'informatique, c'est résoudre un problème avec un ordinateur. Donc, pour un problème, on va écrire un programme, on va le faire passer sur machine et on donne les résultats. Mais malheureusement, il y a des problèmes qu'on ne peut pas traiter avec nos machines actuelles. Et donc, c'est pour cela qu'il faut d'abord essayer de repérer ce type de problème pour pouvoir justement les résoudre autrement. Alors, autrement, ça peut être, par exemple, avec de l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça, c'est le plan du cours. Alors, moi, je travaille à l'américaine. Vous savez que moi, j'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai fait aussi mes études en France. J'ai parcouru pratiquement toute la planète pour présenter mes travaux de recherche. Et donc, moi, je travaille à l'américaine. Peut-être que vous n'êtes pas encore habitué. Et il faut le faire parce que toute la planète travaille comme ça en ce moment. Et donc, j'ai un ouvrage, il est intitulé Algorithmique moderne, analyse et complexité. C'est cet ouvrage-là que vous pouvez trouver à l'OPU et que vous pouvez utiliser. Alors, dans cet ouvrage, il y a bien entendu le cours, donc vous pouvez mieux comprendre tout ce que je fais en cours, mais en plus, il y a la série des TD, donc il y a les exercices, et il y a aussi le corrigé des exercices. Donc, je vous conseille fortement de l'acheter. Normalement, on le ramène au niveau du village universitaire de Babsouar. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore, je vous conseille d'aller l'acheter le plus tôt possible. Voilà. Donc ça, c'est mon textbook. Je travaille toujours avec des textbooks. Je ne travaille pas un peu n'importe comment. Parce que ça, c'est la méthode américaine. Parce que quand vous avez le textbook, vous allez parfois, vous savez qu'aux États-Unis, enfin dans les pays anglo-saxons, comment ils font leur enseignement, c'est pas du tout comme le nôtre, hein. Nous, c'est beaucoup plus le système français, mais eux, c'est d'abord l'étudiant, il fait son cours lui-même, et là où il est bloqué, il vient à la séance pour poser des questions pour mieux comprendre
la matière avec l'enseignant. Donc là, l'enseignant, il est là beaucoup plus pour répondre, pour orienter l'étudiant et non pas pour l'assister comme on a l'habitude de le faire ici. Je ferme la parenthèse. Et donc, au fait, pour avoir justement le contenu du cours, je vais vous demander d'être sur Moodle, la plateforme Moodle. Je vais vous donner le lien la prochaine fois. Et donc là, vous allez pouvoir suivre tout ce que je fais, soit en ligne, soit en présentiel. Vous allez avoir vos cours, vos TD, les TP, etc. Voilà. Alors, maintenant, le plan de ce chapitre. Est-ce que d'abord, vous avez des questions à me poser avant de commencer le cours? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question d'entraînement, d'exercice à la ligne. Il faut donc travailler, même quand on est en ligne, il faut revoir les cours, surtout les cours. Alors, je sais que chez nous, les étudiants, ils vont beaucoup plus vers les TD et ils occultent complètement le cours. Alors ça, c'est vraiment médiocre. Il faut d'abord bien comprendre le cours avant d'aller au TD. Alors, cette fois-ci, pour une fois, vous avez de très, très bons assistants de TD et de TP. C'est deux jeunes filles qui travaillent avec moi. Elles font leur doctorat avec moi. Et donc, c'est la crème hein, des S2I enfin, pour leur promo. Et donc, c'est la première fois hein, qu'on a ça. Donc, estimez-vous vraiment chanceux parce que vous allez avoir, vous ne pouvez pas avoir le maximum de ce qu'on va vous donner. Donc, il va y avoir une très bonne coordination parce qu'elles sont tout le temps avec moi. Et donc, il faut en profiter. Voilà. Donc, en principe, ce cours, vous n'allez pas avoir de problème pour comprendre, sauf si vous négligez, vous ne travaillez pas, ça c'est autre chose. Alors, dans ce chapitre, on va voir l'art de concevoir un algorithme. Vous voyez, je parle d'art. Alors, concevoir. Vous savez que dans la vie, on conçoit des choses. Je donne souvent l'exemple du bâti, du génie civil. Quand on construit une maison, souvent, il y a des maisons qui sont mieux construites. Il y a l'art aussi de bâtir. C'est exactement la même chose. Donc, un algorithme, on ne le fait pas n'importe comment. Il peut être moche, carrément moche. Il y a des algorithmes qui sont très, très bien faits. Mais nous, ce qu'on recherche quand on parle de l'art, de concevoir un algorithme, c'est un algorithme qui prend très peu d'espace, qui s'exprime en peu d'instructions et qui s'exécute vite. C'est ça qui est demandé de nos jours. Enfin, depuis toujours, hein, l'informatique, c'est le fait de résoudre, de programmer rapidement. Mais maintenant, ça s'est accentué avec l'avènement d'Internet. On veut des algorithmes qui soient très, 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 très rapides. Pourquoi? Parce qu'on a des données massives. Donc ça, c'est l'objet du cours de data mining. Et donc, encore, même pour le data mining, on va, pour ceux qui vont faire le cours avec moi l'année prochaine, Inch'Allah, ça va être des algorithmes, complexité, comparer, trouver autre chose de mieux, etc. C'est ça l'informatique, pas autre chose. Alors, on va s'exercer sur un petit problème, un petit algorithme qu'on va écrire sous 3 formes. Ensuite, on va voir justement, on va passer directement à la notion de problème et instance de problème. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui nous intéresse, nous, dans ce cours, c'est la complexité des problèmes. Quand je vous donne un problème à résoudre, vous allez savoir si vous pouvez le faire avec votre machine, avec un algorithme que vous avez appris à écrire pendant la licence, ou bien vous allez voir que ce n'est pas possible de le faire avec l'algorithme classique. Ensuite, bien sûr, on va un peu mettre l'accent sur algorithme et complexité. Et puis, les modèles de calcul, c'est très, très important parce que
on ne vous parle pas de cela, mais c'est important en informatique. En informatique, vous savez qu'en ce moment, il y a trois choses, bon, enfin beaucoup plus deux choses. C'est d'abord l'informatique théorique, donc, et c'est ce qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire que quand on écrit un algorithme, on ne va pas s'arrêter pour le coder dans un langage et puis l'exécuter. Là, on va voir, on va le calculer, on va le mesurer. Comment on mesure une maison? Quand vous avez une maison, vous allez mesurer les différents composants de la maison. Vous allez l'évaluer par rapport à quoi? Vous allez beaucoup plus l'évaluer par rapport à certains critères. Par exemple, l'ensoleillement, la lumière, est-ce qu'il y a de la lumière qui pénètre dans les chambres? Est-ce qu'elle nécessite beaucoup d'énergie pour chauffer la maison en hiver? Est-ce qu'elle est beaucoup exposée au soleil, donc au réchauffement, etc. C'est comme ça qu'on évalue une maison. Ce n'est pas bâtir pour bâtir. Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose. Quand on va construire un algorithme, on va le mesurer. On va voir combien de temps il va nous prendre. Et ça, on le fait de manière théorique, avec les mathématiques, avec les fonctions mathématiques. Et ça, très peu d'informaticiens qui savent faire ça, alors que c'est notre métier d'évaluer. C'est comme un architecte qui ne sait pas évaluer une maison, tout simplement. Et donc, comme modèle de calcul, il y a deux modèles. Le modèle que vous connaissez, que vous avez déjà utilisé, c'est de programmer et d'exécuter votre programme sur une machine, à votre PC par exemple. Alors ça, c'est un modèle, c'est le modèle pratique, empirique. Mais il y a un autre modèle beaucoup plus important pour l'informaticien, c'est la machine de Turing qui va nous aider à évaluer aussi l'algorithme qu'on va concevoir. Donc, on va rapidement, on va quand même prendre le temps de bien examiner ce modèle de machine de Turing. Et c'est juste pour vous montrer que quand on parle de complexité, c'est pas juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, la complexité d'un algorithme, mais on va aussi voir comment mesurer la complexité d'une machine de Turing. Parce qu'une machine de Turing, c'est l'équivalent d'un algorithme. On travaille beaucoup plus avec les algorithmes parce que c'est plus facile de manipuler un algorithme que de manipuler une machine de Turing. Alors que si on veut faire vraiment un travail théorique, il faut tout le temps travailler sur la machine de Turing. Alors, tous les théorèmes informatiques, généralement, on utilise la machine de Turing pour d'abord pour les concevoir et puis pour les démontrer par la suite. Voilà, donc ça c'est le premier chapitre. Il est un petit peu long ce premier chapitre, mais on va avoir beaucoup de choses, l'essentiel, tout ce qu'il faut voir, tout ce qu'on peut voir quand on parle d'algorithmique. Alors, le slide 5, vous arrivez à le voir? Alors, on va parler justement de l'art de concevoir un algorithme. Donc, c'est trouver l'algorithme qui nécessite le moins de code et un temps d'exécution le plus court. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, un algorithme qui est bien fait, qui est beau, c'est un esthétique, c'est un algorithme qui est simple. Il ne faut pas chercher la difficulté, la complexité. Il faut faire simple et clair. Donc, simplicité, comme je l'ai dit tout à l'heure, va vous permettre justement
d'acquérir de la connaissance sur les techniques de conception d'un algorithme. Donc ça, c'est très important si vous voulez vraiment, et il le faut parce que vous êtes informaticien, vous êtes appelé à coder et non pas à appliquer malheureusement des logiciels qu'on peut trouver à droite et à gauche, surtout maintenant avec le net, il y a tout pratiquement. Et donc, il y a beaucoup, même il y a des enseignants qui pensent que l'informatique, c'est appliquer des logiciels. Non, l'informatique, ça se développe, d'accord? Donc, c'est l'entraînement. Il faut s'entraîner à faire beaucoup d'exercices, beaucoup d'algorithmes pour justement avoir ce réflexe, cette fluidité dans la conception des algorithmes. Bien, est-ce que vous pouvez voir le slide 6? Plusieurs algorithmes pour un même énoncé de problème. Apparemment, non. Non. Ok, très bien. J'ai déjà fait le cours ce matin au M2 et voilà, maintenant, bon, je sais comment faire pour passer d'un slide à un autre. Normalement, maintenant, c'est bon. Alors, plusieurs algorithmes pour un même énoncé de problème. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que quand on vous donne un problème à résoudre, eh bien, on peut lui trouver pas uniquement un seul algorithme. Et donc, quand vous avez un problème à résoudre, il ne faut pas s'arrêter au premier algorithme que vous allez trouver. Il faut d'abord très bien l'écrire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut qu'il soit simple, clair, mais en plus, il faut chercher aussi à l'améliorer, c'est très important. À l'améliorer pour trouver, dans quel sens l'améliorer? Pour trouver un algorithme qui soit plus petit, hein, en taille, avec peu d'instructions, mais surtout un algorithme qui va s'exécuter plus rapidement. Alors voici l'exemple qu'on va étudier. Alors, ça c'est un algorithme qui calcule la fréquence. Alors regardez comment vous devez présenter vos algorithmes. D'abord, le mot algorithme. Madame. Oui. Madame, je suis au 7e, mais je suis le 6e. Et voilà, je crois que oui. Ouais. Je suis passée. Ouais. Ok, merci pour là. Voilà. Normalement, c'est celui-là qui vient en premier. Merci. Là, vous arrivez à voir le 6? Non. Non. Alors, je reprends. Alors, je reprends. J'étais au 5. Je vais au 6. Et comme ça. Oui, madame, c'est bon. C'est bon. Ok, donc là, j'ai pris un exemple juste pour vous montrer comment justement améliorer des algorithmes. Alors ici, regardez comment je présente un algorithme. Et vraiment, il faut le faire de cette manière-là si vous voulez que je comprenne vos algorithmes lorsque on sera à la période d'évaluation. Algorithme, le nom de l'algorithme. Alors ici, le nom que je donne à cet algorithme, c'est calcul fréquence 1. Alors pourquoi je mets 1? Parce que j'ai d'autres solutions à proposer. Donc on va voir le 2 et le 3 par la suite. Il faut toujours mettre ce qu'on a en entrée. Si vous voulez qu'on comprenne un algorithme, il faut dire ce que vous avez en entrée. Donc, cet algorithme, c'est comme une boîte noire. Vous avez entrée et sortie. Qu'est-ce que j'ai en entrée et qu'est-ce que j'ai en sortie? Et là, vous allez comprendre ce que je vais faire avec cet algorithme. Donc, en entrée, j'ai un tableau que j'appelle T, qui va de 1 jusqu'à n d'entier. Donc, j'ai un tableau d'entier, un tableau de n entier. D'accord? Et ce que je veux en sortie, c'est le nombre d'occurrences de chaque élément du tableau. C'est-à-dire, je vais prendre T de 1. Je vais dire combien de fois il existe dans le tableau. Ensuite, je prends T de 2. Et pareil, je vais compter le nombre d'occurrences et je vais mettre le nombre d'occurrences, etc.
Donc, quand on écrit un algorithme, on commence d'abord par comprendre qu'est-ce qu'on veut faire. Ben, sinon, vous allez écrire un peu n'importe quoi. Vous n'allez pas pouvoir maîtriser ce que vous allez écrire. Alors, il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est demandé à travers cet algorithme. Donc, avant tout, il faut bien comprendre la donnée, enfin, c'est l'énoncé du problème. Est-ce que c'est compris ce que je viens de dire? Donc, en entrée, j'ai un tableau d'entiers et pour chaque entier, je vais calculer sa fréquence. Donc, en sortie, je vais avoir chaque élément du tableau avec sa fréquence. Voilà. Alors, pour faire ce travail, je peux le faire de cette manière-là. Alors, d'abord, j'introduis cette constante. C'est N, hein, c'est la taille du tableau. Je vais la mettre à 500. Alors, pourquoi je fais ça? Parce qu'une fois que j'ai mis ça, je peux changer la taille du tableau comme je veux. Il suffit juste de venir à cette déclaration et de mettre n égale à 20, n égale à 1000, 1 égale à 1 million, tout ce qu'on veut. Et qu'à l'intérieur de l'algorithme, c'est n. Je ne vais pas mettre 500 ici. Ça, c'est très important. Il y a des étudiants qui ne savent pas le faire. Donc, on déclare ici toutes les constantes. Et puis, à l'intérieur, on va juste travailler avec ce n. Comme ça, on peut le changer comme on veut. On n'aura pas besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de l'algorithme. Parce que la donnée peut changer, parce que là, c'est une donnée qui est générale. 1 à n, je peux avoir 20 entiers, je peux avoir 20 millions, je peux avoir tout ce que je veux comme entrée. Parce que si mon algorithme il est bien fait, il va répondre à n'importe quel tableau d'entier. Ensuite, il y a la partie variable. Ça varie. Ce n'est plus une constante. Alors, qu'est-ce qui varie? C'est des choses que je vais utiliser ici, c'est des variables. Donc, je vais utiliser i comme variable, je vais utiliser j, je vais utiliser fréquence. Alors, ces trois variables sont de type entier. Et je vais aussi utiliser une variable booléenne que j'appelle trouve, tout simplement. Alors, ici, vous voyez que j'ai une boucle pour i allant de 1 à n. Là, je suis obligée d'avoir une boucle parce que je dois évaluer, plutôt calculer l'occurrence de tous les éléments du tableau. Donc, je ne peux pas avoir autre chose que pour ici. Je vais faire ce traitement pour tous les éléments de mon tableau. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici à l'intérieur? Je vais mettre j à 1 parce qu'en fin de compte, pourquoi j'ai besoin d'une autre variable? Parce que comme je dois calculer la fréquence de chaque élément, je dois garder la position de cet élément-là, ensuite aller parcourir mon tableau pour compter justement le nombre d'apparitions de cet élément-là. Donc là, je suis obligée d'avoir une seconde variable qui est j. Donc, quand i, Madame, oui, j'ai une question. Pourquoi on n'a pas commencé l'indice du premier élément du tableau avec 0? ah oui, alors ça, c'est une question récurrente. Alors, vous savez, quand vous allez programmer, vous allez programmer de 0 jusqu'à n-1, mais ça, c'est quand vous passez à la programmation avec un langage. Bon, moi, je prends mes éléments de 1 jusqu'à n, d'accord? Mais c'est vrai que quand vous allez passer... alors, ça, c'est une bonne question. Alors, il y a algorithme, il y a programme. Chaque année, j'ai du mal à faire de l'algorithmique parce que dans votre cursus de licence, on vous fait programmer beaucoup plus que faire un algorithme.
Alors, il faut faire la différence entre ces deux choses. Un algorithme, c'est abstrait, je peux le traduire en un programme. Par contre, si je prends d'emblée un programme Java ou autre, ça ne sera valable que pour ce langage-là. Alors que cet algorithme-là, je peux le coder en Java, en Python, en C++, en tout ce que je veux. Donc, dans ce cours, ça va être beaucoup plus de l'algorithmique. J'ai vu ce qu'on vous fait au niveau de la licence, c'est beaucoup plus passer directement au langage. Alors que l'informatique, ce n'est pas vraiment cela. L'informatique, c'est d'abord l'algorithme. Je comprends l'algorithme, la méthode. Ensuite, une fois que je l'ai bien maîtrisée, je vais la traduire en Python, en Pascal, en C, en Java, en tout ce que je veux. D'accord? D'ailleurs, vous allez remarquer une chose. Non seulement il y a cette histoire de 0 jusqu'à n-1, mais regardez mon langage. Alors, mon langage, c'est pour, début, fin. Donc, en fin de compte, il faut adopter cette notation-là dans ce cours pour que je puisse vous corriger et comprendre ce que vous allez faire comme algorithme. C'est très important. D'accord? Donc ici, je commence de 1 à n, mais quand vous allez programmer, il faut faire ensemble pour que vous puissiez démarrer à partir de 0. D'accord? Donc normalement, ça, c'est une question de notation, tout simplement. D'accord? Et quand on écrit un algorithme, bon, je peux très bien commencer à partir de 0 jusqu'à n, mais je commence à 1, c'est juste pour montrer que j'ai n éléments, n entiers. Voilà. Tout simplement, c'est une notation. D'accord? Et là, il faut... Alors, pour ceux qui ne sont pas encore habitués à écrire des algorithmes, parce que là, je parle d'algorithmes. Alors, ce que j'ai remarqué, justement, c'est que même faire de l'école, je dis là, ça parle pas d'algorithme, c'est pas normal. Un algorithme, c'est l'informatique. D'ailleurs, maintenant, même dans les autres disciplines, ça parle, quand on fait journalisme ou la politique, etc., les gens parlent d'algorithme, ils ne parlent plus de méthode. Donc ici, je donne la méthode. Ensuite, vous allez vous-même la programmer dans un langage informatique. Voilà. D'autres questions? Ok, alors je continue. Alors, i égale à 1, ça veut dire que c'est le premier élément. Hein. Alors, vous pouvez bien avoir i égale à 0 si vous voulez. Puis bon, on va voir après, par exemple, cette notation-là, j égale à j plus 1, ça c'est de l'algorithmique, mais vous avez tendance à écrire j++, ce qui signifie la même chose, sauf que j++, c'est un langage donné, alors que j égale à j plus 1, ça s'applique à l'algorithme et que vous pouvez traduire autrement, parce que quand vous m'écrivez j++, ça peut ne pas marcher. Par exemple, pour un langage aussi simple que Pascal ou autre, eh ben, ce n'est pas J++. Ça va peut-être, c'est J égale à J plus 1, ça dépend. Donc, vous allez adopter cette notation pour l'algorithmique. Maintenant, quand vous allez coder, c'est autre chose. Alors, en TP, justement, vous allez coder. Vous allez programmer. Donc, faites la différence, s'il vous plaît, entre programmer un algorithme et écrire un algorithme, c'est deux choses différentes. Bien sûr, le sens est le même, c'est juste une question de langue. Ça, c'est une langue. C'est comme si je suis en train de vous dire ça, c'est du français et que vous pouvez traduire en anglais, mais le fond, c'est toujours le même. D'accord? En informatique, il y a plusieurs langages informatiques. C'est pour ça qu'on écrit d'abord un algorithme, ensuite, on le traduit dans un langage donné. Alors, je reviens à mon algorithme. Donc, je prends le premier élément et puis je vais, à travers le J, je vais parcourir tout le tableau pour calculer le nombre d'occurrences du premier élément. Ensuite, je passe à I égale à 2, à I égale à 3, jusqu'à I égale à N.
la même chose. Alors, ici, je mets J égale à 1. Et puis, je mets trouve égale à faux. Trouve égale à faux, ça veut dire que je n'ai pas encore trouvé cet élément-là dans le reste du tableau. Et donc, c'est à partir de cette boucle, tant que je vais calculer cette fréquence. Alors, qu'est-ce que je mets? Tant que J est inférieur à I. Parce qu'à un moment donné, le J, il se déplace, il peut prendre une position dans le tableau. Donc, je vais regarder d'abord avant si l'élément T de I existe. Alors, tant que J est inférieur à I, donc c'est avant cette position du tableau, et tant que je ne l'ai pas encore trouvé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement avancer. Ça, c'est une boucle. Tant que, une fois que j'ai fini avec cette petite boucle, je vais passer à une autre boucle. Donc, si je le trouve pas, ça veut dire qu'il n'est pas dans la première partie, je vais calculer sa fréquence. Donc, je vais continuer à aller à droite de la position de I. Et si je trouve T de I égale à T de J, alors je vais incrémenter la fréquence. Fréquence reçoit fréquence plus 1. Et je vais donc vous voyez bien que ça, c'est une boucle pour. Parce que là, alors, vous allez d'abord vous poser la question, pourquoi ici j'ai une boucle pour? Pourquoi là, j'ai une boucle tant que? Et pourquoi là, j'ai une boucle pour? Donc, vous voyez que j'ai 3 boucles en tout. J'ai une boucle dans laquelle j'ai 2 boucles imbriquées. Une première boucle, tant que, qui va tout simplement voir si à gauche, je n'ai pas rencontré ce T de I. Et une fois que je ne le trouve pas, ça veut dire quoi? Pourquoi je ne le trouve pas? Si je ne le trouve pas à gauche, ça veut dire qu'il n'a pas encore été traité. Par contre, si je trouve à gauche de la position I, si je trouve T de I, ça veut dire que j'ai déjà calculé sa fréquence. Donc, je ne vais pas le refaire. OK? Alors, je vais vous l'expliquer autrement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? New slide. Est-ce que vous arrivez à voir? Oui, madame. Très bien. Alors, je vais prendre, là, je crois que je suis obligée de vous expliquer ça comme au tableau, hein. Insert table. Alors, je vais prendre... non, je vais prendre une seule ligne. Et puis, je vais prendre... allez, je vais prendre... ah, il y a 10 éléments. OK. Alors, voici ma table. Et là, je vais mettre... donc, ça, c'est mon tableau, hein. Je vais mettre des valeurs. 23. Allez, donnez-moi des valeurs. 56. 11. 7. Je prends au hasard. Hein. 23. 76. 11. 7. 99 et 121. D'accord? Alors ça, c'est l'entrée. Hein. Quand j'ai mis entrée, j'ai un tableau. Ici, n est égal à combien? N est égal à combien pour ce cas-là?
10. Bien. Alors ça, c'est l'entrée. C'est un tableau de 1 jusqu'à n d'entier. La sortie, je vais mettre... ça, c'est l'entrée. D'accord? Ensuite, alors... la sortie. Alors, la sortie, elle va se présenter comme ça. J'ai 23. J'ai combien de 23 dans le tableau? J'ai combien de 23 dans ce tableau? 2. 2. Ah ben, il faut réagir vite. Hein. Madame, Vous on avez vous des écrit. Là, je préfère qu'on soit... Parce que je ne peux pas écrire et regarder ce que vous êtes en train d'écrire. D'accord? Je préfère que vous exprimez verbalement. C'est mieux. J'arrive pas à... Alors, si je mets ici... Alors, ensuite... Il faut que ça se fasse en interaction. Bon, ensuite, on passe à 56. Hein? J'ai combien de 56 dans le tableau? Une fois. Hein? Une fois. Une fois. Oui. Ensuite, 11. Il y est combien de fois? 2 fois. 2 fois. Voilà le travail qu'on veut faire. Il faut bien comprendre ce que je vous demande de faire. Le 7, il est combien? 3 fois. 3 fois, Ah, 3. etc. Bon, je ne vais pas faire le reste. Parce que le reste, le 23. Alors, voilà ce qui se passe. Supposez que mon i, donc je commence ici par i égale à 1. Donc ça, c'est la sortie. Hein. L'algorithme, c'est ça qu'il est censé faire. Bien sûr, il faut continuer. Hein, il faut continuer avec tout le... Moi, je ne vais pas faire... Pardon. Je ne vais pas gaspiller mon temps à faire le reste. Alors, je vais déplacer donc cette table. Je vais la mettre ici, entrée. Et puis, pour parvenir à ce résultat-là, je vais exécuter l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait l'algorithme? Il commence par i égale à 1. Vous savez ce que je vais faire? Bon, je vais faire... Bon, voilà. Donc, je commence à i égale à 1, parce que j'ai une boucle hein, pour i allant de 1 jusqu'à 1. Donc, tout à fait au départ, le i, il est là, d'accord? Et le j, il est égal à 1. Voici le j. Hein? J égale à 1, trouvez-le à faux. Est-ce que je vais faire cette boucle là? J, il est égal à 1. Il n'est pas inférieur à i. Donc, je ne rentre pas ici. Ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé à gauche. Et donc là, je vais calculer sa fréquence. Donc, je reviens ici. Alors, i égale à 1, j égale à 1. Je n'exécute pas la boucle tant que... La boucle... Bon, je vais vous écrire tout ça en espérant que vous allez comprendre. Tant que ne s'exécute pas. Parce que, car j est égal à 1 et il n'est pas inférieur à 1. Alors, regardez ce que je fais après. Donc, le trouve, il est toujours à faux. Sinon, trouve, c'est vrai. Donc, je fais ça. Je commence à mettre fréquence égale à 1. Et puis, je vais démarrer à partir de i plus 1 jusqu'à n pour voir si j'ai t de i égale à t de j, auquel cas, j'incrémente la fréquence et vers la fin, je l'écris. Je m'écris fréquence de t de i est égale à fréquence. Ce qui revient à faire la chose suivante.
Donc, je n'exécute pas la boucle tant que. Par contre, j'exécute la suite. Donc, la suite, c'est fréquence égale à 1. Pourquoi fréquence égale à 1? Parce qu'il y a déjà une occurrence de 23 du premier. Donc, toutes les fréquences vont être supérieures ou égales à 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais incrémenter le J. Donc, je vais faire J égale à 2, ici. J égale à 2. Et je vais tester T de I et T de J. Ce n'est pas égal. Donc, je passe à l'élément suivant. J'incrémente le J, ce qui me ramène ici. Est-ce que 11 est égal à 23? Non. Je n'incrémente pas. Est-ce que 7 est égal à 23? Non. Ça, c'est la dernière boucle qui fait ce travail-là. Et puis, quand je suis à J ici, j'ai 23 qui est égal à 23. Et là, donc, j'incrémente. Donc, ça me fait 2. Fréquence égale à 2. Ensuite, je continue. Donc, le 7, il est différent du premier. Le 11, il est différent du premier, etc. Et ça va me faire une fréquence de 2. Donc, quand je vais arriver à la fin du parcours de ce tableau, je vais avoir une fréquence qui est égale à 2 pour 23. Une fois que j'ai fini avec le I égale à 2, je vais l'incrémenter. Je passe. Pardon. I égale à 2. Ça veut dire que je suis ici. 56. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, il faut que je regarde que ce 56 n'a pas été traité avant. C'est pour cela que je commence à J égale à 1 et je vais parcourir cette partie-là, la partie gauche dont je parlais tout à l'heure. Si je trouve le 56 à gauche, ça veut dire qu'il a été traité. Donc, je ne vais pas le traiter. C'est pour cela que ici, si je le trouve, ça veut dire que l'on trouve ici, c'est faux, et je ne vais pas faire ce travail-là parce que c'est un travail qui a été déjà fait. Alors, je ne le trouve pas à gauche. Je vais le chercher à droite. Alors, à droite, ça va être J égale à I plus 1, ça veut dire 3. Donc, je vais 3, et à chaque fois, je compare. 3, ensuite 4, ensuite 5, ensuite 7, 8, 9, 10, et je ne trouve pas. Donc, ça va me faire, voilà, une fréquence de 1. Ensuite, une fois que j'ai fini avec... non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Allez, je vais reprendre. Voilà. Je passe à I égale à 3. I égale à 3, etc. Ensuite, I égale à 7, I égale à 27, 23. Alors, supposez que je suis arrivée à I égale à 5. Quand j'arrive à 5, qu'est-ce qui se passe? Je vais ici, je vais mettre J égale à 1, et tant que J est inférieur à I, c'est-à-dire inférieur à 5, je vais voir si le 23 a été traité. Alors ici, j'ai J égale à 1, déjà j'ai T de I qui est égal à T de J. Et donc je ne vais pas le traiter. Je ne vais pas regarder à droite parce que j'ai déjà calculé la fréquence de 23. D'accord? Voilà pourquoi j'ai ces boucles-là. J'ai une boucle qui va me permettre de parcourir, de calculer la fréquence de chaque élément du tableau. Une boucle qui va regarder à gauche si l'élément a été traité ou pas, auquel cas je ne vais pas refaire le calcul.
Si par contre je ne le trouve pas, je vais calculer sa fréquence à partir de I plus 1 et je vais l'écrire après. Voilà. Est-ce que vous avez compris ça? C'est un algorithme de licence, hein? Ça, c'est pas master. C'est pour ça que je vous dis au départ, essayez de vous exercer au maximum. Est-ce que vous avez compris cet algorithme? Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous le dites maintenant. Alors, non, attendez. Voilà. Donc, en fin de compte, bon, si je n'ai pas de réaction, ça veut dire que vous avez compris. Sinon, vous travaillez chez vous. L'algorithme, c'est ça l'informatique, c'est rien d'autre. Ce n'est pas UML qu'on vous donne à droite et à gauche qui ne sert absolument à rien. Il sert une fois par hasard. Et par contre, l'algorithme, c'est quand même l'informatique. C'est de l'informatique. Alors, ici, excusez-moi une seconde. Alors, vous allez peut-être remarquer une chose, c'est que là, j'ai mis des rectangles sur les instructions pour. J'ai 3 pour, parce que quand on calcule la complexité d'un algorithme, c'est en fait, il faut regarder les boucles, parce que c'est au niveau des boucles qu'on passe le plus de temps. Ici, par exemple, la boucle externe pour i égale à 1, de 1 jusqu'à n, c'est que j'exécute ça n fois. Alors, dans mon petit exemple, je l'exécute 10 fois. Mais si j'ai n égale à 500, comme c'est le cas ici, je vais l'exécuter 500 fois. Et donc, il faut comprendre une chose, qu'un algorithme, il passe le plus de temps. Quand on exécute un algorithme, l'exécution se passe le plus de temps au niveau des boucles. C'est la raison pour laquelle il faut repérer les boucles pour pouvoir calculer la complexité. Ensuite, la complexité, donc c'est une fonction mathématique. Du moment qu'on sait combien de fois ça existe, donc ça va être ici n fois multiplié par quelque chose. Et puis, il faut aussi évaluer cette boucle et celle-là. Alors, quand c'est des boucles pour, c'est facile de les exécuter parce que on connaît le nombre de fois, le nombre d'itérations. Ici, c'est n. Ici, pour cette boucle, pour j allant de i plus 1 à n, c'est aussi facile à calculer. Quel est le nombre d'itérations de cette petite boucle-là? N-J. Très bien, très bien. Donc, c'est n-i. Donc, vous voyez, parce qu'avant, on a i éléments, d'accord? Donc, il faut enlever ces i-là. Et donc, ici, le nombre d'itérations, c'est n-i. Très bien. Donc, vous voyez très bien que quand on a des pour, on a le nombre d'itérations, on peut calculer la complexité. Par contre, quand on a des temps que, là, ça dépend de la donnée. On ne sait pas combien de fois on va passer de temps au niveau de cette boucle tank. Donc, premier réflexe,
faire la différence entre, déjà quand vous écrivez votre algorithme. Alors, est-ce qu'on doit écrire une boucle pour ou est-ce qu'on doit écrire une boucle tant que? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, pour justement régler le problème du nombre d'itérations d'une boucle tant que, on n'a pas beaucoup de choix. Alors ici, on va tout simplement considérer le nombre maximum de fois, le nombre maximum d'itérations. Alors, cette boucle tant que, quel est le nombre maximum d'itérations? Et ça correspond à quoi, en fait? Le nombre maximum. Maximum, c'est... Hein? -1. I moins 1. Très bien. I moins 1. Parce que regardez, quand je suis à 23, voilà, quand je suis à 23, je dois regarder d'abord, je vous ai dit, on va regarder si 23 a été déjà traité. Donc, on va regarder à gauche, parce que tous les éléments qui se trouvent à gauche ont déjà été traités. Et donc, ici, il s'avère que le 23, c'est une seule fois et très vite, on s'arrête. Oui, mais ça, c'est un cas particulier. Donc, vous voyez que ça dépend des données. Alors, supposez que le 23 n'existe pas, comme c'était le cas de 7. Alors, quand j'avais... non, c'est... Attendez, voilà. Quand j'ai traité le 7... Pourquoi le 7? Non, parce que je ne l'ai pas fait. Alors, le 7. Quand je suis au niveau du 7. Comme le 7 n'existe pas à gauche, je vais regarder le 23, je vais regarder le 56, je vais regarder le 11. Alors ça me fait combien? Ça me fait I-1 fois. Très bien. Donc, ici, quand on a un tant que, on va regarder ce qu'on appelle le pire cas. Le pire cas, ça veut dire qu'on va tout, on va tout regarder. Voilà. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir calculer tout simplement la complexité. Donc, ça va être n fois, mais ici, comme j'ai deux boucles séquentielles, donc il faut additionner ces complexités. Donc, ici, ça va faire I-1 plus, on a dit tout à l'heure, n-i, donc ça va faire n, et donc ça va faire n fois n, ça fait n au carré. Bon, on va revoir la complexité plus tard. Maintenant, on avait quelque chose en tête, c'est d'améliorer la complexité. Alors, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Donc ça répond parfaitement, hein, vous avez bien vu que ça répond parfaitement à notre problématique. Donc, on a en entrée ça et en sortie avec les instructions qu'on a écrites, le travail, il est fait correctement. Maintenant, si on veut l'améliorer, rappelez-vous dans quel sens? C'est tout simplement en diminuant le nombre d'instructions et beaucoup plus pour que l'algorithme s'exécute plus rapidement. Alors, il y a une idée, c'est carrément d'enlever cette boucle. Ça, on va l'éliminer. Alors, si on va éliminer ça, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ne pas regarder à gauche si l'élément a été traité ou pas? Eh bien, on va tout simplement indiquer, hein, ici, quand je traite le 23, alors ici je reprends, alors là je vais mettre
Alors, je commence ici, 23. Quand je traite le 23, pour dire que je l'ai déjà traité, je vais le remplacer carrément par un indicateur qui va me dire le 23 a été traité et je vais par exemple mettre non, moins ça. Je vais mettre en rouge pour dire que c'est pas un élément les couleurs. C'est pas ça? Non, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je non, c'est pas le design. Erreur. Voilà. Donc, quand je traite le 23, je vais mettre moins 1. Et non seulement je le mets ici, mais je vais le mettre là où je l'ai trouvé. Ici aussi. D'accord? Alors, comme ça, quand je vais passer au deuxième, je ne vais pas avoir besoin de regarder si à gauche je l'ai trouvé ou pas. Donc, je vais regarder en fait qu'à droite pour chercher tous ces éléments. Quand je traite le 56, la même chose. Alors, je vais le mettre en rouge et moins 1. Et s'il y a des 56 par là, je vais les mettre en la même chose, etc. etc. Et donc, là, je n'aurai plus besoin de regarder à droite parce que tout est mis à moins 1. Donc, quand j'arrive ici, justement, à 23, comme ça a été déjà traité, je vais rencontrer le moins 1. Donc, je passe directement au suivant. Et donc, ça va me donner cet algorithme-là. Voilà. Donc, j'ai déjà supprimé toute une boucle. Et c'est très important, hein, parce que si je suis à n égale à 500, le maximum, ça peut, vers la fin, ça peut être quelque chose de très important, de significatif. Donc là, j'ai amélioré mon algorithme pour avoir un algorithme beaucoup plus rapide. Et donc, je tombe sur cet algorithme-là. Ici, j'ai que deux boucles-là. J'ai une boucle qui va de 1 jusqu'à n, et puis l'autre qui va de i plus 1 à n. D'accord? Et donc, je ne regarde qu'à droite. Et bien entendu, vous voyez ce qu'on fait en plus, c'est que ici, une fois qu'on a traité le t de j, on va le mettre à moins 1. D'accord? Dans le cas, bien sûr, où t de i est égal à t de j. On va le mettre à moins 1. Et c'est tout ce qu'on aura à faire. Et donc, voilà. Donc, si on trouve que t de i est égal à moins 1, ça signifie qu'on l'a déjà traité. Donc, ce n'est pas la peine de le faire. Donc, on va passer à l'élément suivant. Par contre, s'il est différent de moins 1, on va faire le travail. D'accord? Et de cette manière-là, on va gagner beaucoup de temps. Bon, vous voyez, pour un algorithme très simple. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, il faut s'attarder sur l'écriture d'un algorithme. Il ne faut pas écrire et puis s'arrêter. Il faut essayer de l'améliorer de manière à ce qu'il soit très, très efficient, c'est-à-dire rapide. Parce que c'est ça qui est recherché par l'informatique. L'informatique, c'est deux critères, temps d'exécution et espace mémoire. On va aussi parler de la complexité spatiale. Bon, pour le moment, on s'occupe beaucoup plus de la complexité temporelle parce que
dans un premier temps, c'est ce qu'on voit. Après, bon, on va aussi faire et essayer de regarder la complexité spatiale et on va voir que ça se calcule à peu près de la même manière. Alors, il y a une autre possibilité d'améliorer cet algorithme. C'est une méthode justement qui va faire augmenter la complexité spatiale, mais qui est très, très, très rapide du point de vue temps d'exécution. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on fait dans cette troisième version de l'algorithme. Ça veut dire que les algorithmes qu'on vient de voir, 1, 2 et 3, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en entrée, on leur donne un tableau d'entier et en sortie, ils vont nous sortir les occurrences de chaque élément. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est des algorithmes qui sont équivalents en termes de tâches à faire. Et donc, ici, on va beaucoup plus vers quelque chose qui va nous faire augmenter la taille. Alors, on est toujours à n égale à 500, mais par contre, je prends un autre tableau, un autre vecteur que j'appelle fréquence. Et c'est un tableau qui va de 1 jusqu'à max d'entier. Et dans ce tableau-là, je suppose que j'ai tous les éléments de tableau T. Donc, j'ai deux tableaux. Le tableau T, c'est la donnée, c'est l'entrée. Mais pour résoudre mon problème, j'utilise un autre tableau. Vous voyez, c'est variable, avec qui est très, très grand, et dans lequel je dois avoir toutes les valeurs de n. Ça veut dire la chose suivante. Ici, quel est l'élément le plus grand? C'est 121. Alors, pour la fréquence, il faut avoir un tableau qui va au maximum avoir 121 éléments. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir représenter tous les éléments du tableau. Alors, est-ce que je vais pouvoir, voilà, effacer? Voilà, je reprends ça pour vous expliquer. Alors, ensuite, là, je vais dupliquer et je vais le placer. Oh non, pas ici, mais dans un premier temps ici. Et je vais le déplacer pour le mettre là. Voilà. Alors, là, je vais vous expliquer ce que fait cet algorithme-là. Alors, cet algorithme-là, il va faire la chose suivante. Donc, j'ai cette entrée-là. Là, je supprime parce que je ne suis plus dans le... Voilà. Alors, ce que fait l'algorithme, le troisième algorithme, c'est qu'il va considérer une autre structure. Donc ça, rappelez-vous, c'est T. Ça, c'est le tableau T. D'accord? Alors, dans le troisième algorithme, on va considérer une autre structure de données qui est toujours un tableau, mais c'est un tableau. Bon, alors là, je ne sais pas si je vais pouvoir le visualiser, parce que je peux pas construire. Alors, si je inserte, il ne va pas me donner un tableau de 121. Alors, nombre de colonnes, alors si je mets max. Alors, non, attendez, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Attendez. Parce que je ne vais pas pouvoir ici dessiner un tableau avec 121, je vais changer tout simplement ces données. Alors, je vais mettre 16 par exemple. Le 99, ça ne marche pas. Je vais mettre
Déjà 35, c'est beaucoup. Allez, je vais faire 25. Donc, non. Donc, ici, il faut aussi changer. Je vais mettre 17. Alors, le 23, il était où? Non, il faut que je garde aussi. Le 23, le 11, il y est. OK, comme ça. Alors, quel est le maximum ici? C'est 23. Donc là, je vais prendre un tableau de 23. J'espère que je vais pouvoir... Alors, ici, nombre de colonnes, 23. Et là... OK. Alors, il est là. Voilà. Ça, c'est fréquence. D'accord. Alors, initialement, voilà. Initialement, je mets ce tableau à 0. C'est-à-dire que je n'ai pas de... Voilà. Alors, je mets 0. Zéro partout. D'accord? Ça, c'est mon algorithme. Donc, je démarre comme ça. Ensuite, je vais parcourir le T. Et à chaque fois que je rencontre, donc ici, donc j'ai 1 jusqu'à 23 qui est le maximum. Alors, quand je consulte le 16, je vais à la position 16, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, je crois que je dois vous montrer. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Il faut qu'on essaie de voir. Insert. Voilà ce que je voulais faire. Bon, je vais mettre above. OK. Et puis, alors, je vais supprimer. Bon, c'est pas un problème. Je vais mettre les positions ici. Hein. Donc là, c'est 1. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Alors, je vais prendre un petit... Voilà. Donc, ça, c'est les positions. Donc, quand je suis à T de I égale à 16, je vais à la position 16 et je vais incrémenter fréquence. Ce qui me donne 0 plus 1, ça me fait 1. D'accord? Alors, ça, c'est
I égale à 1. Ensuite, quand je passe à I égale à 2, donc ça fait 17, je vais à la position 17. Et même chose, je vais incrémenter la fréquence, donc j'ai 1. Ensuite, pour 11, je vais à 11, je vais mettre, donc 0 plus 1, ça me donne 1, et voilà. Ensuite, je fais la même chose pour 7, ça va me donner donc 1. Ensuite, je viens à 23. Voilà. 23, donc c'est ici. Je mets tout ça. 1. Ensuite, je vais 7. Alors, une deuxième fois à 7. Et là, je vais avoir 1 plus 1. Ça va me faire 2. Ensuite, pour le 11, la même chose. Ça va me faire 2. Ensuite, pour le 7, je vais repartir une troisième fois, ça va me faire 3. Ensuite, le 23, ça va me faire 2. Le 12, ça va me faire 1. Et le travail est terminé. Donc, vous voyez que c'est très rapide. Donc, ça, c'est une troisième méthode. Et vous voyez bien que à 23, j'ai 2. À 56, bon, j'ai changé hein, les exécuter et vous montrer l'exécution de ce troisième algorithme. Et donc, là, ce qu'on remarque, c'est que c'est très rapide parce qu'on a un seul parcours du tableau, d'accord? Mais par contre, l'inconvénient, c'est que là, ça va nous prendre beaucoup de place. Donc là, on augmente la complexité spatiale parce que ici, la complexité spatiale, elle est de max, parce qu'on considère le maximum, la valeur la plus grande de ce tableau-là. Et donc là, ça va prendre beaucoup de mémoire. Mais par contre, le temps, il est très rapide. Et donc ça, c'est un phénomène qu'on observe en informatique entre complexité spatiale et complexité temporale. Lorsque on veut que l'algorithme s'exécute rapidement et qu'on a beaucoup d'espace mémoire, et ben on peut faire ce genre de choses, c'est-à-dire prendre beaucoup d'espace mémoire pour que l'algorithme s'exécute rapidement. Donc ça, c'est un phénomène aussi qu'on va revoir lorsqu'on va un peu travailler les machines de Turing. Voilà. Donc, je vais vous donner le temps de revoir ces 3 algorithmes et puis la prochaine fois, on va essayer de calculer de manière formelle, justement, la complexité de ces 3 algorithmes. Voilà. Alors, je vais vous communiquer le lien de la plateforme modèle, de l'espace modèle que j'occupe. Comme ça, je vais vous mettre tous les cours justement sur cette plateforme. Vous avez des questions? Alors, il ne faut pas accumuler. Non, madame. C'est bon? Il ne faut pas accumuler les retards, s'il vous plaît. Alors, il faut tout le temps travailler les cours que je vous donne. Par exemple, comme aujourd'hui, il faut aller reprendre tout ce qu'on vient de faire chez vous. Comme ça, les prochaines fois, vous allez pouvoir comprendre la suite. Donc, c'est une question de chaînage. Si on perd le fil une fois, c'est tout à fait normal qu'on ne va pas pouvoir suivre par la suite. Voilà, donc vous avez cet algorithme, essayez de le réécrire chez vous avec les 3 méthodes qu'on a vues, essayez de bien le comprendre et puis donc on reviendra la semaine prochaine pour essayer donc d'aller plus vite sur ça.
Voilà, donc on va peut-être se quitter s'il n'y a pas de questions. Alors, la prochaine fois, si on n'a pas encore d'emploi du temps, on maintient ce créneau horaire pour faire le deuxième cours. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter. Allez, au revoir et à la semaine prochaine. Merci, madame. Au revoir.